Salut à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième histoire fantastique. À vrai dire, je suis tombé sur ces deux histoires, je vous mets le lien qui devrait apparaître pour la première si vous n'en avez pas encore profité, et je n'ai pas réussi à les départager quant à leur intérêt. Je vous en fais donc profiter avec grand plaisir. Si vous n'avez jamais quitté le béton de la ville, vous ne pouvez pas savoir à quel point la nature nous appelle sans relâche. Des brochures vantent des sentiers flanqués d'arbres imposants, un monde intact, séduisant et de bruits perçant le silence de la nuit. C'est cet appel qui pousse Sarah, une biologiste intrépide fascinée par tout ce qui est sauvage, à convaincre David, son mari, de troquer leur appartement douillet contre une tente sous les cieux infinis du mont Baker, dans la forêt nationale de Snoqualmie, et c'est maintenant sur Enigma et Mysterium. Sarah possède des cartes de la région, des listes de contrôle d'équipement, de nourriture et de trousses de premiers secours. David s'est retrouvé bien malgré lui, emporté par son enthousiasme. Après tout, combien de fois avez-vous l'occasion d'ignorer le bruit de la ville et de respirer de l'air frais? Les semaines précédant le voyage sont une razzia de préparatifs. Chaque soir, après l'université, David recherche un nouveau gadget pour le camping ou un livre sur la survie en milieu sauvage. Notre couple a appris à installer leur nouvelle tente dans le salon, à ingurgiter des repas déshydratés au goût étrange, et Sarah essaiera d'apprendre à lire une boussole à son conjoint. Même si David partage l'enthousiasme de Sarah, celui-ci éprouve quelques réticences. On se demande s'il n'a pas la trouille. L'immense nature, malgré toute sa beauté, est un monde étranger pour un citadin comme lui, tandis que Sarah y voit l'opportunité de s'immerger dans la majesté brute de Mère Nature. Un monde dépourvu de ses commodités quotidiennes, de douches chaudes, d'un café au coin de la rue, mais il y a quelque chose de contagieux dans l'enthousiasme de Sarah, quelque chose de purement enfantin qui lui était impossible de lui refuser. La nuit avant le départ, l'appartement est toujours en désordre, avec des sacs à dos à moitié remplis et du matériel de camping. David essaie de mettre une paire de chaussettes supplémentaires dans son sac déjà surchargé lorsqu'il remarque que Sarah se tient près de la fenêtre, baignée dans la douce lueur de la ville. « As-tu peur ?» lui demande David. Son doux sourire joue sur ses lèvres. « Non, David, répondit-elle. Je suis juste excitée que ça arrive. » Voilà, ils sont prêts à répondre à l'appel de la nature. Ils ne savaient pas alors qu'il s'agirait d'une invitation à une aventure qui changera à jamais leur vie. La ville est encore endormie alors que nos deux amoureux sont partis à l'aube. Le monde au-delà des limites de la ville est un flot de couleurs alors qu'ils se dirigent vers la forêt nationale du mont Baker. Incroyable chef-d'œuvre naturel, ses limites semblent arbitraires, les arbres plus denses, l'air plus frais, et les sons de la vie urbaine laissent place à un silence feutré, interrompu par les cris des oiseaux et les bruissements de feuilles. Les yeux de Sarah brillent d'une excitation non dissimulée. Il campe à côté d'une clairière près d'un bosquet épais et abrité par un éperon rocheux, pendant que Sarah s'occupe de la tente. David ramasse du bois pour le feu de camp, les tâches manuelles banales de la vie citadine prennent une nouvelle dimension importante dans la nature. Après avoir installé le camp, ils partent explorer les alentours, en errant dans la forêt sans véritable destination en tête. Les troncs sont recouverts de mousse, la symphonie de créatures invisibles et le sentiment irrésistible d'être enveloppé dans un monde vierge des activités humaines est à la fois intimidant et fascinant. Sarah marche devant. Ses yeux de biologiste observant tout s'arrêtent de temps en temps pour désigner une plante, des espèces ou des traces d'animaux. Alors que le soleil amorce sa descente, ils reviennent au camping. David entretient le feu pendant que Sarah s'occupe du repas. Les flammes dansent contre les ténèbres envahissantes, projetant de longues ombres exagérées sur leur tente. David se sent tellement minuscule face à l'immensité de la nature, une pensée fugace chassée par le regard de Sarah. Leurs rires contagieux font écho dans cette nuit noire, mais au milieu de ça, il y a quelque chose qui tracasse David. Un sentiment étrange qu'il n'arrive pas à déterminer. La forêt est tellement belle, presque un autre monde étrange dans sa sérénité, alors que les ténèbres enveloppent le monde autour d'eux.
Dans la couverture, David ressent un malaise rampant. Il hausse les épaules. À vrai dire, c'est son premier cavalier seul dans ce paysage, et son imagination y est fertile. David, Sarah murmure d'une voix douce, presque religieuse, qu'ils doivent respecter les règles de la nature. La forêt, dans toute sa grandeur, retentit de sons inconnus, intimidants. Mais Sarah est à côté de David, son visage, illuminé par la lumière du feu, fredonne une douce mélodie traversant la nuit avec harmonie. David regarde sa femme, qui aime tant la nature, avec un sentiment de calme. Il réalise que la forêt n'est pas juste un endroit sur la carte, c'est une entité vivante et respirante, belle et intimidante. Un monde qu'il commence tout juste à comprendre, un monde plein de secrets. Il se réveille avec une symphonie de chants d'oiseaux et un jour déjà bien présent. La matinée commence avec un petit déjeuner simple et une tasse de café fumante. Ce n'est certes pas la brasserie gastronomique du Corner Coffee, mais cet air pur et la paix des environs apportent une saveur unique qu'ils n'ont jamais goûtée jusqu'à présent. Alors qu'ils planifient leur journée, David remarque que quelque chose d'étrange autour du campement ressemble à de grandes empreintes, des pas bien plus grands que n'importe quel humain ou animal. Sa première pensée fut un ours, mais Sarah s'accroupit à côté de l'une des traces avec un air perplexe, fronçant les sourcils. En désaccord, elle souligne les caractéristiques particulières de la forme, du nombre d'orteils qui ne correspond à aucun animal auquel elle pouvait penser. Son cerveau de biologiste s'est mis en marche et elle photographie méticuleusement et mesure cette empreinte. Sa surprise initiale fait place à une curiosité scientifique. De plus, leur réserve alimentaire est saccagée, la ficelle pour fixer le sac de fruits à une branche est manquante, le sac pend dans le vide, déchiré. L'appréhension de la veille de David revient croissante, Sarah la rejette et convient plutôt d'un phénomène courant dans la nature suggérant qu'un animal a pu être attiré par l'odeur de la nourriture. Sarah cherche à effacer la peur de son mari, mais quelque chose ne va pas. Malgré cette découverte troublante, ils gardent leur plan et passent la journée à faire de la randonnée en admirant la grandeur de la forêt antique. Son immensité rappelle constamment leur insignifiance. Les arbres imposants se tiennent comme des sentinelles silencieuses, murmurant leurs secrets à travers le bruissement des feuilles. Le malaise du matin persiste toutefois au fond de l'esprit de David. Ils retournent au camp au crépuscule, la forêt est une explosion de couleurs, le soleil couchant peint le ciel avec des teintes d'orange et de rouge. Le dîner est prêt et les incidents de la matinée ne sont plus que de simples anecdotes. La nuit recouvre la forêt, le silence semble plus profond, l'obscurité plus dense, et David n'arrive pas à se débarrasser du sentiment d'être observé, les grandes empreintes de pas et le manque de nourriture alimentant ses peurs. Il regarde Sarah dans l'espoir de trouver du réconfort dans sa confiance facile, mais sous son attitude calme, il remarque une étincelle d'incertitude. Ses yeux scrutent l'obscurité au-delà de la lumière du feu, ses plaisanteries joyeuses deviennent un silence contemplatif dans la sécurité de la tente. David s'accroche au son réconfortant de sa respiration et s'endort. Le silence de la forêt se brise de temps à autre par des sons inconnus, des bruissements. Chaque appel lointain magnifie l'imagination, évoquant des images de grandes figures sombres qui, une fois la nuit tombée, semblent un peu moins accueillantes et ces mystères un peu moins enchanteurs. Une vague menace se cache, un frisson d'effroi transcendant les peurs, finissant par dériver vers un état d'anxiété. Sont-ils les observateurs ou les observés? Le jour se lève, il se réveille dans un monde semblant trompeur. Le soleil vibre des traînées d'orange et de rose dans le ciel, la forêt remue avec le bruissement des feuilles et le bavardage des créatures de la forêt, comme si la peur de la nuit précédente s'était dissoute avec la rosée du matin. Leur paix sera de courte durée. La nuit tombe de nouveau ce jour-là sur une forêt changée, une transition subtile, presque imperceptible, mais un changement est dans l'air, une tension croissante imprégnant chaque bruissement et chaque murmure de brise. Le silence est plus lourd et les ténèbres sont plus profonds. Leur conversation se transforme en murmures, les rires sont réprimés comme une réponse instinctive à l'inconnu. La nuit apporte avec elle un sentiment de terreur qu'ils ne peuvent ni expliquer, ni ignorer. Puis, un son grave et guttural fait écho à travers les arbres. Au début, la menace est déconcertante et abstraite, mais chaque son s'entendant semble se rapprocher, plus distinct.
Ce son ne ressemble pas à ce qu'ils ont entendu auparavant. Ce n'est pas le hurlement d'un loup ou le ululement d'un hibou, mais quelque chose de bien plus primal et glaçant. Le visage de Sarah fait un effort de concentration pour identifier la source. Sa connaissance approfondie de la faune semble toutefois insuffisante, ses sourcils froncés par la confusion. Cela continue. Des frissons leur parcourent le dos. Nous devrions rester à l'intérieur de la tente, suggère-t-elle, avec une voix bien plus basse que d'habitude, empreinte d'un malaise qu'elle n'a jamais montré auparavant. David espérait trouver du réconfort dans son tempérament scientifique, mais ses paroles ne font qu'amplifier ses craintes. Il y a quelque chose là-bas, quelque chose ne correspondant pas à leur compréhension de la nature sauvage, dans la sécurité de leur tente où ils se sont blottis. Pourtant, d'un coup, ces murs en nylon semblent bien minces comme du papier contre ce cri menaçant de la forêt. Les appels au loin continuent, ponctués de silences inquiétants encore plus troublants. Chaque son, chaque pause nourrissent leur imagination. La réalité de leur isolement devient palpable dans l'obscurité. La frontière entre la peur et la fascination n'a plus cours, alors qu'ils sont pris entre le désir de fuir et l'envie de découvrir ce mystère. Ils s'accrochent l'un à l'autre, trouvant du réconfort dans leur appréhension commune. Les yeux sont grands ouverts dans l'obscurité, les oreilles à l'écoute de cette mélodie obsédante. Les voix dans le noir sont maintenant un élément permanent de leur nuit, un rappel effrayant de leur place dans ce grand schéma de choses où ils ne sont que des intrus dans cette nature si profonde. Ils sont sur le territoire de ces créatures invisibles de la nuit. David entend leur appel et sent leur présence. David, nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une révélation, mais une confirmation d'une peur croissante de l'inconnu des voix dans le noir, des yeux pouvant les observer. Avec cette créature qui a laissé ses empreintes autour du camp, la forêt a certainement perdu une partie de son charme. Les premières lueurs de l'aube pointent. Une chose devient claire maintenant. Leur évasion idyllique prend une tournure sinistre, une aventure évoluant vers un monde surréaliste. Les jours suivants se déroulent dans un étrange mélange de malaise et de fascination. Chaque matin, ils se réveillent avec l'espoir que les événements inexplicables de la nuit sont le produit de leur imagination. Mais chaque soir, l'épreuve du mystère reste tapie dans l'ombre de la forêt, se manifestant d'une manière ou d'une autre. De nouvelles empreintes de pas sont autour du camp, chacune plus grande et plus profonde chaque matin. Ils retrouvent leurs affaires fouillées, des bouteilles d'eau disparaissent, un sac à dos est éventré et même leur poêle portable soigneusement rangé à l'extérieur de la tente a l'air d'avoir servi à un visiteur invisible à l'étrange son guttural. Les appels continuent chaque nuit, se rapprochent de plus en plus. Des signes plus petits comme des brindilles ou des feuilles sont disposés selon des motifs trop délibérés pour être accidentels. Des fruits sont à moitié mangés, placés près de la tente, et une odeur musquée particulière pèse lourdement dans l'air. Le plus frustrant est le sentiment d'étrange d'être observé, comme si des yeux invisibles suivaient avec constance leurs mouvements. Un observateur silencieux, attendant son heure, dans l'ombre des arbres imposants. Leurs murmures feutrés remplacent les rires. Une tension sous-jacente s'immisce dans leurs relations. Leurs réactions reflètent la transformation étrange de la forêt autour d'eux. Un soir, David ramasse du bois pour le feu et a un sentiment particulier. Il sent ses cheveux se dresser sur sa nuque et un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Il se retourne pour regarder dans le fourré, son cœur bat à tout rompre. Il ne voit rien d'extraordinaire, à part le sentiment d'être observé d'une façon plus intense que jamais. David se précipite vers le camp en jetant des regards fugitifs par-dessus son épaule. Le silence de la forêt amplifie son sentiment d'effroi. Sarah remarque son anxiété, ses yeux reflètent ses peurs. Ces mots réconfortants sont destinés à eux deux, conscients que quelque chose n'allait pas. Ils passent cette nuit à dormir blottis l'un contre l'autre, les oreilles tendues pour tout son ne faisant pas partie des chants naturels de la forêt. Chaque bruissement, chaque brindille craquant envoie de l'adrénaline couler dans leurs veines. Les appels résonnent autour d'eux, augmentant en intensité. Le paysage sonore étrange se ponctue désormais d'un silence inquiétant. Sarah. David murmure à peine. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, David. Elle l'avoue d'une voix tremblante. Je ne sais pas. La peur dans sa voix le terrifie. Sarah, l'aventurière sans peur au cœur de la nature sauvage, la femme dont la compréhension de la nature est inégalée,
et mortes de peur. Ils s'assoient dans l'obscurité enveloppante, la froide réalité leur apparaît. Ils sont à la merci d'une entité invisible, une créature de la nuit dont ils ne comprennent pas les intentions. Ce ne sont plus des explorateurs insouciants, ils deviennent des intrus dans un monde qui ne leur appartient pas. L'aventure se transforme en un jeu de cache-cache effrayant, avec des enjeux plus élevés, jamais imaginés, être pris dans un récit hors de leur contrôle, piégé dans une forêt, révélant son côté le plus sombre. C'est le 6e jour. Dans un calme lourd et inquiétant, le gazouillis des oiseaux semble étouffé. La lumière du soleil, filtrant à travers le feuillage dense, semble terne. La forêt semble moins accueillante, plus sombre. Sarah et David utilisent la lumière de cette journée pour trouver des réponses avec un sentiment d'appréhension partagé. L'exploration commence en suivant les étranges traces de pas, les éloignant du campement. Plus ils avancent, plus ils se sentent isolés du reste du monde. Les empreintes de pas les conduisent à une petite clairière, laissant la place à un coin de ciel ouvert. Au milieu de cette clairière, un spectacle les attend qui les fait frissonner. Un grand monticule de branches et de feuilles empilées au hasard ressemble à un abri. Le sol autour se jonche de fruits à moitié mangés et de restes de petits animaux. L'odeur musquée à laquelle ils se sont habitués est plus forte que jamais. Il est évident que c'est la demeure de leur visiteur invisible. Sarah se rapproche de la structure avec prudence selon ses instincts de biologiste. Surmontant sa peur, elle examine l'abri de fortune et remarque la force nécessaire pour plier et briser l'abri. Les branches utilisées dans sa construction, peu importe ce qui a été construit, est très intelligent. Elle s'arrête en jetant un coup d'œil nerveusement. Ils passent leur journée à documenter leurs découvertes, prenant des photos et collectant des échantillons. Ils discutent de théories, d'empreintes, de sons. L'abri, tout pointe vers cette entité qui n'est pas seulement un animal, mais quelque chose de plus insaisissable et de plus complexe. Ils n'arrivent pourtant pas à se débarrasser de la peur tenace d'avoir affaire à quelque chose dépassant de loin leur compréhension. Les explications défilent, mais les pièces du puzzle ne correspondent à aucune image connue de leur réalité. La situation est de plus en plus surréaliste alors qu'ils retournent au camp. Une pensée inquiétante les frappe alors. Ils ont découvert l'antre de la créature, mais où est la créature elle-même ? Un frisson d'effroi coule le long de leur dos. Ils hâtent le pas, les ombres des arbres s'allongeant autour d'eux, la nature sauvage se rapprochant. Ils arrivent au camp juste au moment où le soleil se couche. Les couleurs autrefois vibrantes semblent bien ternes maintenant. Les appels étranges commencent plus tôt cette nuit. L'impression est qu'ils répondent à leur intrusion dans la tanière de la créature. Les parois minces de la tente semblent plus vulnérables que jamais. Chaque coup de vent, chaque bruissement de feuilles semble magnifié dans les ténèbres. Ils sont bien éveillés, les sens exacerbés, en attendant l'inévitable. Leur découverte n'apporta pas le soulagement escompté, mais une peur intensifiée. L'obscurité est profonde, ils sont accrochés l'un à l'autre, essayant de se réconforter. Ce mystère tourne peu à peu au cauchemar. Ils sont pris au piège avec cette entité aussi fascinante que terrifiante. Ils sont au milieu d'une rencontre effrayante, prise dans une confrontation avec l'inconnu. Leur survie est en jeu. Le 7e jour, les peurs prennent une forme tangible. La journée est étonnamment calme, aucune trace de pas, aucun objet déplacé, et l'air est exempt de cette odeur âcre et musquée. Ils sont à fleur de peau. Cette rencontre, qui pèse lourd sur les cœurs à mesure que l'obscurité s'enfonce, est inévitable. Les sons gutturaux, les appels résonnant à travers les arbres, semblent ce soir plus proches que jamais. Chaque son réverbérant les fait sursauter. Soudain, un bruissement près du camp, suivi d'un grognement sourd, fait vibrer l'air autour d'eux. Notre couple est figé par la terreur, alors qu'il scrute l'obscurité envahissante. Des ombres émergent d'une grande silhouette. Elle se tient au bord du campement, partiellement cachée par les arbres. Sa forme se découpe sur le faible clair de lune. La créature est massive, marche sur 2 pattes. Sa posture est légèrement courbée, les épaules sont larges et les bras longs. Le temps s'est arrêté pendant qu'ils font face à la créature. Leurs esprits n'arrivent pas à traiter ce dont ils sont témoins. La créature les étudie tout aussi intensément, les yeux brillants dans l'obscurité.
Son regard n'est pourtant pas agressif, mais curieux, presque intelligent. Ils sont face à une créature de légende, un être existant aux limites de la compréhension humaine. Cela fait une éternité maintenant. Ils sont pris dans une impasse avec une créature de l'inconnu. Puis, lentement, la créature se retourne et se retire dans les ombres, disparaissant aussi silencieusement qu'elle était apparue, les laissant trembler et à bout de souffle. Le reste de la nuit est un flou de peur et d'incrédulité. David et Sarah se terrent dans leur tente, trop effrayés pour en sortir. Leurs esprits, aux prises avec la réalité de leur rencontre, perçoivent chaque son extérieur comme un retour de la créature, les gardant ainsi sur le fil de la terreur. L'aube se lève, ils sortent de la tente, la peur reste palpable dans cet air frais du matin. La forêt est totalement indifférente à leur sort. Le soleil du matin illumine les arbres, les oiseaux gazouillent et sont heureux, ignorant leur terrifiante rencontre. Quelle est cette créature? Pourquoi les traque-t-elle? Craignait-elle qu'ils puissent lui faire du mal? Cette entité défie toute explication à la compréhension humaine et le mythe, à mesure que la peur s'estompe, se remplace par un sentiment de profonde crainte. Nos deux tourtereaux font désormais partie d'une histoire aussi vieille que la nature elle-même. Après la rencontre, la forêt prend un caractère encore plus menaçant, comme conspirant contre eux. Ils passent la journée dans un état de tension nerveuse, l'expérience de la nuit précédente se répétant en boucle dans leurs esprits. Avec les approvisionnements alimentaires en diminution constante, la peur rongeant leur santé mentale, il était temps de prendre une décision. Ils ont le choix de faire leurs valises et partir, retourner à la civilisation, ou rester, essayer de comprendre la créature qui a transformé cette aventure en un défi de survie. Notre couple passe des heures à réfléchir, à sous-peser les options. Leur jugement est assombri par la peur. Ce qui fait pencher la balance est cette prise de conscience d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que très peu de gens ont vécu. Ils sont tombés par inadvertance sur un mystère ne demandant qu'à être résolu et ils décident de rester. Les jours suivants, ils tentent d'établir une ligne de communication avec la créature. Ils laissent des fruits autour du camp, font des gestes non menaçants lorsqu'ils l'entendent à proximité et essaient de reproduire les sons émis par la bête. Leurs efforts sont accueillis par des observations silencieuses des ombres. Chaque nuit, la créature visite le camp, les étudie en observant leurs actions avec une intelligence vive et déconcertante. La bête n'a jamais attaqué et ne leur a pas répondu lors de leur tentative de communication. La créature se contente de regarder. En vérité, nos amis n'emmènent pas large. La présence de la créature reste terrifiante pour eux. Leur existence est un cauchemar éveillé, mais malgré la peur, il n'y a aucune rancune, mais plutôt un respect pour cette créature. Elle ne montre aucun signe d'agression, aucune intention de faire du mal, ce qui est aussi curieux. Sarah cherche une tentative désespérée de trouver un moyen de coexister avec ce voisin. Tout dépend maintenant de la tolérance de cette entité à leur égard. Leurs vies prennent une tournure surréaliste, une existence dominée par un être défiant toute compréhension. Ils vivent à l'ombre de la créature, une ombre aussi terrifiante que fascinante. Cette histoire vécue est aussi vieille que l'humanité elle-même. Une histoire de confrontation avec l'inconnu, et dans cette histoire, ils ne sont pas juste des spectateurs, mais aussi les protagonistes. En quelques jours, un étrange sentiment de routine s'installe dans cette aventure, leurs visiteurs nocturnes continuant de les observer. Sa présence, si elle reste troublante, est étrangement réconfortante. Un soir, dans un mouvement qui les a surpris, la créature s'approche du tas de fruits laissés de côté. David et Sarah regardent depuis leur tente, retenant leur souffle, alors que la bête se penche et ramasse une pomme. Elle examine le fruit en le retournant soigneusement, en faisant le tour dans sa main gigantesque avant de la croquer. Les jours suivants, la créature interagit davantage avec les objets laissés de côté. Elle semble curieuse, désireuse de comprendre ces objets étranges. Encouragé par ces interactions, il laisse davantage d'objets, comme une boussole, une lampe de poche, même un carnet de croquis et un crayon. Les réactions de la créature sont fascinantes. Elle regarde, particulièrement intriguée par la lampe de poche qui s'allume et s'éteint. Jour, nuit, apparemment captivée par le faisceau de lumière. Sarah décide de prendre un risque, elle sort lentement de la tente,
ses mains levées dans un geste de paix. La créature s'arrête. Ses yeux se fixent dans les siens. Le cœur de Sarah bat à tout rompre. En faisant un pas en avant, la bête ne recula pas. Elle semble même reconnaître son approche, son regard ne quittant jamais le sien. Au cours des jours suivants, Sarah et David prennent l'habitude de s'approcher de la créature, cette dernière comprenant qu'ils ne lui veulent aucun mal et montre même des signes de ce qui semble être de la confiance. Sa curiosité est évidente et la peur fait place à un sentiment de camaraderie que le couple vit avec une légende, une créature dont le monde savait si peu de choses. Les interactions restent prudentes, mais de plus en plus fréquentes. Le 9e jour de la rencontre, David réussit à réaliser ce qui semblait être impossible il y a quelque temps, alors que la créature examine un carnet de croquis. Il s'en approche et tend la main. La bête s'arrête en la regardant. Il y a un moment d'hésitation, puis lentement étend sa propre main, ses doigts effleurant les siens. Le moment est électrisant, point culminant de leurs efforts pour combler le fossé entre leurs mondes. David ressent cette connexion, un sentiment de compréhension mutuelle défiant les mots. Il touche une légende, partageant un moment avec une créature aussi complexe qu'incomprise. Il brise les barrières, initie une ligne de communication basée sur la confiance et le respect. Ils ne sont plus seulement des observateurs, mais une partie du monde de ces créatures. La peur, régnant autrefois, devient un sentiment d'émerveillement et de curiosité. Ils vivent une histoire sortant de l'ordinaire en partageant leur vie avec cet être. Ils ne les considèrent plus avec suspicion, au lieu de cela, un sentiment de compréhension se forme. Bigfoot se méfie, certes, ses instincts le maintiennent en alerte, mais la distance, la posture agressive s'estompe. Une nuit, alors que Bigfoot est attiré par la chaleur du feu de camp, David tend encore la main, et cette fois, elle tend la main avec moins d'hésitation. Son toucher est rude, la texture de la main contraste fortement avec celle de David, et pourtant, il y a une douceur, une attention presque humaine. Bigfoot se sent plus à l'aise avec eux, il les regarde vaquer à leurs activités quotidiennes. Son regard curieux s'attarde souvent sur les outils et l'équipement. À l'occasion, il imite leurs actions, une tentative de comportement humain, à la fois amusante et éclairante. Un après-midi, Bigfoot reprend le carnet de croquis et le crayon qu'ils ont laissé de côté. Il fait quelques traits sur le papier. Le résultat est brut, mais significatif d'une tentative de communiquer pour s'exprimer. Un soir, alors que David et Sarah sont assis autour du feu de camp, Bigfoot s'approche d'eux. Sa silhouette dominante se dessine sur le soleil couchant. Il les regarde, ses yeux reflètent la lueur du feu. Dans un geste inattendu, il tend la main en la posant sur l'épaule de David. Ce contact est une confirmation de leur lien. Ils ne sont plus des intrus dans son monde, mais une partie de sa vie, tout comme elle était devenue une partie de la leur. Les réserves de nourriture diminuant, nos amis sont bien obligés de faire face à une dure réalité. Ils ne peuvent pas rester éternellement dans la nature. Ils doivent retourner dans leur monde, une décision déchirante entre la vie qu'ils ont toujours connue et l'existence extraordinaire qu'ils ont trouvée, mais ils doivent partir. Nos amis doivent dire au revoir à leurs amis. Les derniers jours sont un flou de préparation et de mélancolie. Ils emballent leurs bagages, jetant un dernier coup d'œil au campement qui fut leur maison. Les souvenirs du séjour resteront gravés dans leur cœur. Lors de la dernière soirée, au coucher du soleil, Bigfoot apparaît. Il se tient là, son énorme silhouette encadrée par le soleil couchant. David et Sarah ressentent un sentiment de compréhension dans ses yeux, comme si elles comprenaient qu'ils ont le cœur lourd. Ils s'approchent de Bigfoot, restent là, face à lui, une boule dans le ventre. Ils tendent leurs mains, un geste indiquant leur départ imminent. Bigfoot les regarde, son regard s'adoucit, puis, à leur grande surprise, Bigfoot étend sa propre main, la posant doucement sur les leurs. C'est un moment silencieux de compréhension, un adieu ne nécessitant pas de mots. Une vague d'émotions les submerge entre tristesse, gratitude et un profond sentiment de respect. Dans un dernier signe de tête, Bigfoot se retourne et disparaît. Nos amis le regardent, sa silhouette fusionnant avec les ombres de la forêt, leur laissant un sentiment de vide et un cœur plein de souvenirs.
Ils emballent le reste de leurs affaires et commencent à faire le voyage de retour. Le retour à la civilisation contraste fortement avec le calme sauvage et serein de la forêt. Les bruits animés de la ville et les lumières clignotantes sont presque étrangers après leur immersion prolongée dans cette nature. Les sens se sont adaptés aux bruits subtils des bois, aux chants rythmés des oiseaux, aux sons intermittents et à la présence réconfortante de Bigfoot. Les jours suivants sont remplis de tâches banales de réintégration, de rattraper son retard dans le travail, de s'occuper des courriels accumulés et de reprendre les anciennes routines. Au milieu de cette cacophonie de leur vie quotidienne, leurs esprits restent au cœur de la nature sauvage et à Bigfoot. Ils partagent leur histoire avec leurs amis les plus proches, écoutant avec de grands yeux écarquillés et incrédules. Le lieu de la rencontre est bien sûr tenu secret, protégeant ainsi leurs amis des assauts de troubles-fêtes potentiels. Le monde n'est pas prêt à accepter Bigfoot sans perturber son existence paisible. C'est une histoire qu'ils emporteront avec eux, une histoire qui façonnera leur choix et leur compréhension du monde. La rencontre avec Bigfoot n'est pas seulement une aventure, mais un voyage de découverte et de compréhension de la connexion à la nature. Ce voyage n'est qu'un début. Notre couple parcourt le monde avec un nouveau sens, touché à jamais par la créature habitante de l'ombre, leur amie de la nature sauvage.